Washington. Versailles préféré à Bürgenstock. L'accord Iran-Washington a été signé au château de Versailles et les négociations annoncées aujourd'hui en Suisse ont été reportées sine die. Est-ce le premier couac de discussion qui s'annonce compliqué entre les deux nations? On en débat avec mes invités. Bonsoir Jean-Pierre Perrin. Bonsoir. Écrivain, ancien grand reporter pour Libération. Merci d'être avec nous. Richard Verly, bonsoir. Bonsoir Estelle. Correspondant Europe pour le média suisse Blick. Vous avez suivi pour votre média et aussi un peu pour TV5 Monde ce G7 à Évian. Merci d'être là aussi. Et enfin à côté de vous, Patrice Moyon, bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur économique et social à la rédaction Ouest France. Et nous sommes en direct de Suisse avec notre correspondant pour la RTS, Michel Thirouty. Bonsoir Michel. Merci à vous quatre. Alors avant de vous donner la parole, revenons sur cette séquence assez étonnante. Nous sommes mercredi soir tard. Donald Trump prend de court tout le monde et vous le voyez, il paraphe ce protocole d'accord entre son pays, les États-Unis et l'Iran. Alors c'est sur un coin de table lors du dîner en son honneur au château de Versailles. Applaudissements, vous reconnaissez Emmanuel Macron et aussi Marco Rubio. Alors voilà, et on va écouter Donald Trump. Voilà, on va s'arrêter sur la forme, hein. Évidemment, après on ira sur le fond de ce protocole d'accord. Vous avez été surpris par ce coup d'éclat médiatique de Donald Trump ? Oh, on est toujours surpris par les coups d'éclat de Donald Trump, oui, évidemment. Évidemment, il y avait sa date d'anniversaire, donc on s'attendait à ce qu'il fasse quelque chose pour cette fameuse date d'anniversaire. Il y avait la rencontre d'Évian, on s'attendait aussi à ce qu'il tire la couverture à lui pour cette rencontre. Et puis enfin, il y avait toute la Coupe du Monde de football aussi, donc il fallait forcément que toute la lumière soit sur lui. Alors, d'une manière ou d'une autre, il fallait qu'il fasse quelque chose, voilà. Il l'a fait, effectivement. Et puis, il y avait quand même la pression économique. Il fallait à tout prix que les bourses remontent et que le pétrole descende. Et là, crac, eh bien, ça a marché au moins jusqu'à présent. On l'a dit en première partie. Mais Richard, c'est vrai que Donald Trump, alors il a tiré un peu la couverture médiatique à lui pendant le G7. Mais sur cette signature à Versailles, il faut un décorum particulier pour le président des États-Unis ? Sans doute, mais je peux vous dire qu'elle était complètement inattendue, en tout cas de la grande masse des journalistes. Peut-être que certains étaient dans la confidence, mais lorsqu'on a assisté aux conférences de presse d'Emmanuel Macron, puis de Donald Trump, car, et ce n'est pas un détail, c'est Donald Trump, président des États-Unis, qui a conclu en fait le sommet du G7 à Évian en France, personne ne s'attendait à ce qu'à Versailles, quelques heures plus tard, il signe cet accord. Alors pourtant, il avait dit oui, ça va être signé aujourd'hui ou demain, et quelques commentateurs ont dit non, mais il est un peu, il est un petit peu dépassé par les événements. Finalement, il a peut-être déjà ça en tête. Mais parce qu'il avait dit que ça avait été déjà paraphé, si je puis dire, électroniquement. Ensuite, il avait évoqué la visite de J.D. Vance. D'ailleurs, il en a parlé dans sa conférence de presse. En fait, comme le dit Jean-Pierre, il avait besoin, je crois que d'abord, il ne supportait pas quand même que ce soit son vice-président qui signe ce document. Il voulait apposer sa signature désormais légendaire. Et d'autre part, le décorum, comme vous l'avez dit. Et puis peut-être a-t-il voulu faire plaisir à Emmanuel Macron. Ou le contraire, Emmanuel Macron a su lui faire plaisir. Alors il a dit qu'il avait, Emmanuel Macron, qui était dans une émission de France Télévisions, a dit qu'eux-mêmes étaient surpris. Patrice Moyon, effectivement, cette séquence, elle joue pour Emmanuel Macron, qui termine son mandat. Elle joue évidemment en faveur des deux hommes, hein, puisque Emmanuel Macron bénéficie aussi à travers cette signature d'une certaine façon d'un retour de prestige. Ça a lieu à Versailles. Et puis on voit bien que Emmanuel Macron, effectivement, jusqu'au bout, va rester le président. Il n'a pas l'intention d'être sorti du jeu d'ici à 2027. Et voilà, donc effectivement, il l'a rappelé aussi. Alors, ce n'était pas quand même ce qui était prévu, hein, on l'a dit. Michel, on vous retrouve en Suisse. C'était la Suisse qui devait accueillir donc, cette cérémonie d'accord, de protocole d'accord. Est-ce qu'on sait un peu ce qui s'est passé ?
Bon, pas véritablement. Enfin, on sait ce qu'on a vu, c'est-à-dire que finalement les États-Unis, via Donald Trump, ont décidé de faire les choses autrement. Les Suisses avaient proposé leurs bons offices. C'est pas sous l'égide de la Suisse que ces accords auraient dû être signés, puisqu'ils n'y participaient en rien. Ils auraient dû d'abord être signés à Genève, et puis ensuite on a décidé que ce serait au Bürgenstock, voilà cet endroit où la conférence pour la paix en Ukraine avait déjà eu lieu il y a 2 ans de cela, que cet accord devait avoir lieu. C'est un endroit qui est beaucoup plus simple à sécuriser peut-être que ne l'est la Genève internationale, raison pour laquelle ça pouvait se tenir là-bas. Mais voilà, c'est en tout cas pas du côté suisse que les choses ont évolué. C'est évidemment côté américain qu'on a décidé de faire autrement. C'est Donald Trump qui a décidé de faire autrement sans même que voilà, son staff soit véritablement, semble-t-il, informé de la chose. Donc la Suisse est toujours prête à accueillir désormais les négociations qui devraient avoir lieu entre l'Iran et les États-Unis, négociations qui, elles aussi, ont été reportées. Elles auraient dû commencer directement dans la foulée de ces signatures. Voilà, ce n'est toujours pas le cas. On attend que les différentes délégations veuillent bien se rendre au Bürgenstock pour commencer à négocier après ce protocole d'accord qui désormais a été signé par les États-Unis et l'Iran. Négociations reportées sine die, est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'était prévisible? Alors déjà, un point quand même qui me semble important, c'est qui a signé l'accord du côté iranien. C'est le président. Or, le président, ce n'est pas celui qui a le pouvoir. Le pouvoir, c'est le guide suprême qui a disparu. On ne sait pas exactement où il est, s'il est blessé, mort. Quitte à se demander si c'est vraiment lui qui a le pouvoir aussi. Comment ? C'est aussi, on peut se demander si c'est vraiment Mojtaba Ramenei qui a le pouvoir. En tout cas, autour de Mojtaba, il y a un clan. Voilà, il y a un clan, il y a une faction, il y a un groupe, il y a des chefs militaires. Donc, il n'est pas tout seul. Il a ce qu'on appelle un bureau. Et quand on dit un bureau, c'est un gros bureau. Donc Pezeshkian, lui, est un homme plutôt seul, et donc ça sera plus facile, je pense, pour la direction iranienne de jeter un peu cet accord aux orties si le besoin s'en fait sentir. J'ai dit si le besoin s'en fait sentir. Effectivement, il y a eu un message du guide suprême iranien, Mojtaba Ramenei, alors un message lu à la télévision, vu qu'on ne l'a toujours pas vu. On va l'écouter. Il est évident que les négociations en face à face qui se tiendront à l'avenir ne présagent pas de l'acceptation du point de vue de l'ennemi. Oui, c'est exactement ce que vous venez de dire. Ils sont en train de mettre un peu des freins en disant attention, nous aussi on peut répliquer. Il ne faut pas oublier, nous sommes dans un pays, l'Iran, qui fonde sa politique sur le sang versé, sur le martyr, sur le culte du martyr, justement. Et donc, ils auraient du mal quand même à serrer la main ou à discuter même face à face avec l'homme qui a tué le père du guide suprême, qui a tué sa femme, qui a tué son fils, qui a tué le fils de sa femme, son propre fils, toute la famille, disons, quasiment toute la famille. Alors ça me semble quand même difficile qu'on puisse faire autrement que ce genre d'accord qui effectivement ne correspond pas à ce qui se fait habituellement, où on signe un accord de paix, même si on était des grands ennemis, on se serre quand même la main au moins de façade. Là, mais ça me semble difficile. Quand même, au Pakistan, J.D. Vance, il était allé au Pakistan, il y avait même à un moment des discussions directes avec les Iraniens. Alors je crois que c'était avec le président du Parlement iranien, Mohammad Khalibaf. Oui, le président du Parlement iranien qui semble quand même, en plus du nouveau guide suprême, être l'homme fort, puisqu'il y a une photo qu'on a vue où le président de la République islamique, c'est-à-dire Massoud Pezeshkian, celui qui a signé l'accord, il est sous la photo du président du Parlement Khalibaf. Donc on peut penser que ça signifie quelque chose. Il y a eu effectivement une rencontre sur laquelle on n'a pas eu de photo, on n'en a pas connu le détail, si ce n'est qu'elle n'a duré que quelques heures, puisque J.D. Vance est remonté dans son avion et est reparti d'Islamabad. Je crois pas de poignée de main. Non, pas de poignée de main. Et on n'est même pas sûr, en tout cas moi j'ai pas vu la trace écrite formelle qu'ils étaient dans la même pièce ensemble. Alors ça a été dit, ça a quand même été dit qu'à un moment ils s'étaient parlé. Mais donc je crois que ce qui est en train de se passer et ce qui d'ailleurs donne pas mal de fil à retordre aux Suisses et pas mal de maux de tête, c'est que des délégations plutôt techniques, alors sans doute conduite par une personnalité politique. A priori, c'était ce président du Parlement qui était attendu au Bürgenstock en Suisse. Ça, c'était le plan initial. Ces délégations techniques, la grande question, c'est que qui va les composer ? Et en fait, de quoi vont-elles parler ? Par où vont-elles commencer ? Parce que dans ce climat-là, où finalement personne ne fait confiance à personne, normalement il y a des médiateurs, Pakistan et Qatar, mais à partir du moment où l'accord est signé, le protocole d'accord, ont-ils encore un rôle ? Bref, rien que sur la méthode, c'est ce que je voulais dire,
il y a d'énormes points d'interrogation. En tout cas, il y a des officiels qataris qui sont en Suisse. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'ils attendent que d'autres... On pense même qu'il y a déjà des Iraniens aussi, mais officiellement, il n'y en a pas. Voilà, ça c'est le média Axios qui a révélé de la présence notamment je crois, du Premier ministre qatari. Ce qui frappe aussi, c'est le professionnalisme des négociateurs iraniens par rapport à l'amateurisme des Américains, je trouve. C'est-à-dire qu'ils jouent parfaitement la montre, ils négocient point par point, alors que les Américains, on voit bien, ça part un peu dans tous les sens en fait. Donc voilà, les Iraniens, un point pour les Iraniens sur la négociation. Je voulais parler de Saïd Jalili, parce que est-ce qu'il y a des, vous nous l'avez évoqué, hein, Jean-Pierre Perrin, il y a peut-être des dissensions au sein des Pasdaran, en tout cas au sein du régime iranien. Cet homme, lui, c'est un pur et un dur, lui, il doit être contre cet accord. Ah oui, mais il y a une fraction du régime, plusieurs factions même, qui sont contre ces accords. Alors, pas tous les conservateurs, pas tous les radicaux. Il y a une partie des radicaux qui sont plutôt favorables à un accord, tout simplement parce qu'ils se disent qu'il faut quand même prendre en compte la situation économique absolument catastrophique et surtout la situation financière. Donc, cet accord, même si on ne l'aime pas, on y est obligé. Mais il y a effectivement Jalili, qu'on voit sur la photo, qui a toujours été un dur, mais qui s'est présenté aux élections présidentielles il y a quelques années et qui a eu un score qui est assez médiocre. Donc, n'exagérons pas trop les forces qu'il représente, mais vous savez, il y a la force issue des élections, il y a le pouvoir qu'on a, qui provient des élections, et puis il y a celui qu'on a au sein des réseaux, au sein des gardiens de la Révolution. Et le chef des gardiens de la Révolution aussi n'est pas connu pour être favorable à cet accord. Donc voilà, on sent que ça va être compliqué, tout le monde n'est pas d'accord. Pour retenir son nom, parce qu'il va peser à un moment donné, c'est Vahidi, Ahmad Vahidi. Et Ahmad Vahidi, c'est pas un rigolo du tout. Je veux dire que tous les gens des Pasdaran ne sont pas des rigolos, les gardiens de la Révolution ne sont pas des rigolos, mais lui, c'est vraiment quelqu'un de roué et qui a une longue expérience des combats secrets, discrets. Et est-ce qu'on sait ce qu'il pense de cet accord, où il reste en retrait ? Alors, il a fait savoir qu'à plusieurs reprises au président iranien qu'il était en désaccord. Mais quand même, vous savez, il y a deux lignes, c'est simple à résumer. En fait, on croit que c'est compliqué, mais c'est très simple. Il y a une ligne qui privilégie la pureté idéologique. Il faut que le régime soit pur jusqu'au bout, parce que s'il n'est pas pur, eh bien, on va perdre la base électorale du régime. Et puis, il y a la deuxième ligne, la deuxième faction, qui privilégie une approche économique en disant oui, mais si on ne prend pas en compte l'économie, on risque de disparaître. Vous voyez ? Donc c'est les religieux contre les... Oui, ils sont tous plus ou moins pareils, mais il y en a qui disent on va disparaître si on perd notre pureté idéologique, et les autres qui disent on va disparaître si on ne prend pas en compte nos problèmes économiques qui sont catastrophiques. Alors on va en parler de l'économie évidemment, puisqu'il y a la réouverture du détroit d'Ormuz, on l'évoquait, priorité des priorités pour l'économie mondiale. Patrice Moyon, tout le monde l'attend ça. Priorité des priorités pour l'économie mondiale, bien sûr, puisqu'on a vu la Banque mondiale, on pensait... tablait sur une croissance de 2,9% en 2026, ça sera plutôt 2,5%. La guerre en Iran a provoqué une poussée inflationniste. C'est la deuxième crise énergétique en 4 ans. Alors quand même, il y a un côté positif, c'est que probablement cette guerre va accélérer la transition énergétique et dont la Chine va sortir évidemment gagnante. Oui, mais il y a aussi tout le trafic routier qui reprend de plus belle en Syrie, en Irak. Donc bon, c'est pas encore gagné de sortir des énergies fossiles. Non, c'est pas encore gagné, mais en tout cas, par exemple, pour les Européens, c'est évidemment un nouveau signe qu'il faut accélérer dans cette transition énergétique. Et on voit aussi les conséquences. Les conséquences, c'est par exemple l'augmentation du prix des engrais. Et puis pour les pays qui sont endettés, la Banque centrale européenne vient de relever les taux d'intérêt. Donc pour la dette française, c'est une très mauvaise nouvelle. Michel Cerutti, je ne vous ai pas oublié, parlons quand même du grand perdant. On va parler, c'est vrai, on est là pour dire qui perd gagne. Les Iraniens sont souvent présentés comme les gagnants de cet accord, de ce protocole d'accord. En tout cas, le régime iranien, parce que le peuple, lui, malheureusement pour lui, il a tout perdu. Alors écoutez, c'est en tout cas la vision occidentale qu'on peut avoir. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a expliqué Jean-Pierre Perrin tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a deux visions qui s'opposent. Et effectivement, d'un point de vue économique, l'Iran aujourd'hui plutôt a tendance à tirer son épingle du jeu de cet accord. Pour avoir lu les 14 articles de ce protocole d'accord, c'est quand même assez sidérant de constater que finalement, ce sont les États-Unis qui s'engagent à un certain nombre, j'ai envie de dire, de gestes favorables à l'Iran.
Et d'une manière générale, économiquement encore, je ne parle pas d'idéologie à ce moment-là, de ce point de vue-là, l'Iran a plutôt tendance à tirer son épingle du jeu. Alors, si économiquement le pays se porte mieux, est-ce que ce sera également quelque chose de positif par la suite pour la population en termes d'économie? Je ne parle pas simplement en termes de pouvoir politique, de régime théologique, j'ai envie de dire. Mais une chose sur laquelle pas mal d'observateurs s'accordent, c'est de dire que si aujourd'hui la population iranienne souffre indépendamment de la chose politique, c'est aussi de toutes les conséquences économiques qui ont été imposées au pays. Or, si l'Iran, retrouve une manne financière plus importante avec ce protocole, avec de l'argent qui va pouvoir rentrer, avec des fonds gelés qui ne le seront plus, il est vraisemblable que la population iranienne, d'un point de vue en tout cas matériel, puisse retrouver ou trouver un confort qui lui fait défaut depuis un certain temps. Pour ce qui est du volet politique, par contre, rien, effectivement, n'est solutionné avec ce protocole d'accord. Alors Richard, on a vu les points qui sont au vert pour les Iraniens, ceux qui n'ont pas été abordés. C'est vrai que les proxys iraniens, finalement, ne sont pas dans cet accord. Pareil pour le programme de missiles balistiques, ce qui peut sembler un peu curieux. Est-ce que vous diriez, comme l'a titré le New York Times dans son édito, que Donald Trump a perdu cette guerre? Sans doute. Et en tout cas, il n'a pas du tout atteint les objectifs qu'il s'était fixés, mais il avait pris bien soin, contrairement à Benjamin Netanyahou, de laisser le flou sur les objectifs. De ce point de vue-là, il a été stratégiquement plus malin. Benjamin Netanyahou lui avait clairement dit qu'il s'agissait de renverser le régime, de démanteler le programme nucléaire, de faire cesser le programme balistique et faire cesser le soutien aux proxys, notamment au Hezbollah. Là, Netanyahou, il a perdu. Trump, lui, il avait toujours été plus flou et ces derniers mois, il avait dit à plusieurs reprises « je ne cherche pas à changer le régime, mais il a déjà changé » et il le répète en permanence. Je crois que là où il a été, il faut le reconnaître, très habile, le président américain, et c'est qu'il a d'un seul coup changé de rhétorique. Et c'est ça qui a changé au G7. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus une rhétorique « j'ai gagné, je suis victorieux ». Certes, il continue de le répéter, mais j'ai sauvé l'économie mondiale. Il est passé d'un registre à un autre. Et maintenant, vis-à-vis de son opinion publique, il dit « j'ai sauvé l'économie, nous étions au bord du précipice, comme l'a dit Jean-Pierre tout à l'heure, tout était en train d'exploser. Grâce à mon réalisme et à ce plan en 14 points, j'ai éteint l'incendie économique mondial. » Un incendie qu'il avait lui-même provoqué. Avouez que c'est très fort. Oui, on peut le voir comme ça, mais malheureusement pour les Libanais, c'est compliqué parce que ça ne... Voilà, pour eux, malheureusement, le cessez-le-feu, même celui qui a été décidé cet après-midi, ne tient pas. Emmanuel Macron y est revenu hier sur cette situation au Liban. On écoute. Pour le Liban, je dirais qu'il doit faire preuve d'esprit de responsabilité, oui, et de rationalité. En général, je pense qu'aujourd'hui, le Premier ministre Netanyahou n'a pas une politique. Il a eu des vrais résultats sécuritaires. Il a défendu son pays face à des menaces qui existaient. Donc voilà, plus de responsabilité, c'est ce que demande Emmanuel Macron à Benyamin Netanyahou. On a vu qu'il avait maintenu, le Premier ministre israélien, des frappes sur le Liban. Est-ce qu'il n'écoute pas du tout Donald Trump? Est-ce qu'il en fait qu'à sa tête? Est-ce que c'est un double discours des Américains? Comment vous l'analysez? Alors je crois quand même déjà que la position française, même si elle est un peu plus forte que d'habitude, elle reste quand même d'une extraordinaire faiblesse, une extraordinaire banalité. Enfin, c'est vrai. Il ne parle pas quand même des dégâts considérables sur la population, tous ces villages complètement anéantis. Alors il a dénoncé un peu après dans le sud de son discours. C'est pas, je sais pas, peut-être que Jacques Chirac aurait eu d'autres mots quand même, un peu plus quand même construit, costaud, offensif. Là, on est quand même un peu abasourdi par rapport à tout ce qui se passe au Liban et dont la population, les 3/4 de la population ne sont pas responsables. Voilà. Oui, alors pour reprendre à votre question, le coup de génie des Iraniens, ça a été de lier les deux fronts, le front iranien, proprement dit, et le front libanais, et de dire on ne fera pas d'accord de paix l'un sans l'autre. Ce qui donne une capacité aux Iraniens de pouvoir peser sur l'accord en disant « ah ben non, regardez, il y a toujours la guerre au Liban, donc ça ne va pas. » Donc les deux fronts sont liés, et du coup, il enfonce un coin entre les Israéliens et les Américains avec ces chamailleries, on va dire, que c'est un peu plus fort que des chamailleries quand même, entre Netanyahou et Donald Trump. Est-ce que c'est inédit, ça, cette tension qu'il y a entre les deux pays? J. D. Vance, il a été extrêmement virulent envers Benyamin Netanyahou.
En tout cas, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de telle tension. Je crois que c'est relativement inédit. Et Jill Evans, quand il dit ça, bien évidemment, il envoie un message direct à Netanyahou. Alors, il protège quand même un peu encore Benjamin Netanyahou, Jill Evans. Il dit Bibi, lui, s'est bien comporté, mais c'est les ministres de son gouvernement qui exagèrent. Mais n'oublions pas qu'en ce moment, aux États-Unis, la cause d'Israël est devenue très impopulaire. Donc, J.D. Vance, qui mène la campagne pour les élections de mi-mandat, il le sait. Et Donald Trump l'a réalisé aussi. Et cette impopularité d'Israël, je rappelle que des podcasteurs très influents du mouvement MAGA ont dit que c'était la guerre d'Israël, notamment Tucker Carlson. Donc c'est un élément, on est dans la politique, et aujourd'hui, vous savez, il faut prendre Donald Trump au mot, America first, l'Amérique d'abord, y compris si ça doit se faire aux dépens d'Israël. Alors Patrice Moyon, est-ce qu'Israël peut faire sans les États-Unis? Parce que c'est aussi ce qui se joue, puisque là, Donald Trump a donné une interview aux médias Axios, médias américains, et il a dit non, il me respecte, il va faire ce que je dis. En gros, je simplifie. Alors ce qui est sûr, c'est que Netanyahou a été le moteur dans cette guerre contre l'Iran, mais ce qui est sûr aussi, c'est que les Israéliens sont très dépendants quand même du soutien militaire américain. Donc Netanyahou ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Même si aujourd'hui il prétend ou il affirme qu'il va rester au Liban, il devra tenir compte de... Il a continué quand même à bombarder. Alors, il continue à bombarder. En fait, il essaie d'emmener les Américains dans son jeu, ce qui a été le cas avec la guerre en Iran, puisque Netanyahou n'a pas obtenu ce qu'il cherchait avec cette guerre. Le régime iranien est toujours là. La question nucléaire n'est pas réglée, donc, mais les Américains ont quand même les moyens de faire pression sur Israël. Michel Tiroti, juste une question. Oui, alors, mais il va plus loin, je crois, Netanyahou. Et il essaye quand même de torpiller l'accord, oui. tout simplement. Et c'est pour ça que les Américains sont si furieux contre lui. C'est parce qu'ils réussissent à bâtir un accord au prix de concessions, au prix d'une certaine humiliation, même d'une certaine façon, quand même par rapport au but affiché. Et donc, crac, Netanyahou est en train de saboter cet accord qu'ils avaient eu tant de mal à construire. C'est pour ça aussi qu'il y a cette fâcherie. Effectivement, et on peut se demander, alors Michel, juste pour conclure, est-ce que Benjamin Netanyahou va pouvoir continuer à essayer de torpiller l'accord, ou à un moment il ne pourra plus, quoi? Alors c'est certain que Benjamin Netanyahou va essayer de le faire, parce que voilà, cet accord ne l'arrange absolument pas. Ce qui a changé, depuis quelques semaines maintenant, j'ai envie de dire, ce sont deux choses. C'est le fait que cette guerre en Iran a un coût économique qui devient insupportable pour une bonne partie de l'Occident et les États-Unis. Les États-Unis s'en rendent compte. Et puis surtout, c'est que voilà, la cause israélienne aux États-Unis a complètement changé de bord. Je lisais une statistique récemment où pour la première fois depuis 20 ou 30 ans, les Américains se sentent plus proches des Palestiniens que des Israéliens, y compris chez les jeunes républicains. Ça s'est jamais vu depuis je ne sais combien de temps. Donc voilà, les fins renards de la politique que sont tout de même Trump et son clan doivent bien se rendre compte que le vent est en train de tourner, qu'ils ne peuvent plus continuer non plus d'aller dans une direction qui est celle qu'ils ont prise jusqu'à présent, et qu'ils doivent tenir compte de ces facteurs qui sont à la fois économiques et politiques pour les prochaines élections. De son côté, Netanyahou, lui, va évidemment essayer de continuer d'aller de l'avant dans la politique qui est la sienne, qui est destructrice, que l'on connaît depuis maintenant au moins 2 ans et plus, 2 ans et demi. Mais il va devoir se heurter à cette réalité, c'est-à-dire celle des États-Unis, qui ont l'air de mettre une sorte de veto désormais à l'endroit de la politique israélienne. Merci Michel, merci à vous trois d'avoir participé à Allons-y Franco. C'est tous les vendredis, je le rappelle, sur TV5.